RMC, le grand oral des grandes gueules. J'appelle Maître Le Borgne, l'avocat français de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan. Maître Le Borgne, bonjour. Bonjour. Votre client est en prison à l'heure actuelle, mais il pourrait sortir cette semaine puisque le tribunal de Tokyo a annoncé avoir approuvé la libération sous caution de votre client qui était, rappelons-le, retourné en prison début avril après une réarrestation surprise en quelque sorte. Mais rien n'est joué puisque, si j'ai bien compris, le parquet japonais a aussitôt fait appel. Le parquet japonais a effectivement fait appel, je dirais, dans la droite ligne de son activisme très soutenu à l'encontre de Carlos Ghosn. La dernière fois, c'est-à-dire lorsqu'il avait été mis en liberté après 108 jours de détention, le parquet avait aussi fait appel. Cet appel avait été sans suite. J'espère qu'il en sera de même pour ce recours intenté aujourd'hui par le parquet et que mon client sera libéré dans les jours. Ça pourrait se faire d'ici demain, après-demain. Ça pourrait se faire assez rapidement. Il y a un problème de caution, puisque comme on le sait, la liberté a été subordonnée au paiement préalable d'un cautionnement. Ce cautionnement, il faut le payer, donc il faut le temps de réunir les fonds, de le payer, ça peut prendre quelques jours. C'est quoi, c'est plusieurs millions d'euros? Alors, c'est 4 millions d'euros qui s'ajoutent à la première caution, bien entendu. Qui était combien? La première caution était de l'ordre de 8 millions. Donc on est déjà à 12 millions d'euros. Oui. C'est vrai qu'on essaie de comprendre comment fonctionne la justice japonaise. Là, on a du mal à comprendre. Parce qu'il avait fait, votre client, 108 jours de détention provisoire, consécutive donc à sa première arrestation le 19 novembre. Ensuite, il est sorti, libéré sous caution. Il décide d'ailleurs de publiquement un peu raconter son histoire. Il convoque les journalistes et à ce moment-là, il est de nouveau arrêté pour une autre histoire. C'est-à-dire qu'on a vu cette curieuse procédure se dérouler, je dirais, un peu par séquence. Dans un premier temps, on fait un premier reproche. C'était une histoire, je dirais, un peu rocambolesque de non-déclaration de revenus qui n'avaient pas été perçus et qui étaient aléatoires, donc qui n'avaient pas été déclarés. On ne voyait pas ce qu'il y avait d'extraordinaire là-dedans. Puis, il y a eu une nouvelle poursuite qui a permis une garde à vue d'une deuxième fois 3 semaines sur le même sujet, mais pour une période différente. On avait un peu le sentiment que la partie poursuivante, le parquet de Tokyo, cherchait désespérément des motifs, pour ne pas dire des prétextes. Mais pourquoi ? Écoutez, je pense que Carlos Ghosn, comme il l'a dit lui-même dans ses déclarations, gênait dans la politique de gouvernance de Nissan. Mais c'est une chose, là on parle de la justice. Pourquoi le parquet se met au service de Nissan? Il a clairement, alors au service de Nissan, le parquet a été l'objet d'un certain nombre d'éléments que Nissan avait réunis. Ces éléments, il a peut-être eu la faiblesse de croire qu'ils étaient sérieux et fondés, et tout cela a entraîné l'histoire que nous savons. Mais le vrai problème, et c'est tout à fait d'actualité ça, le vrai problème c'est que Carlos Ghosn voulait rapprocher plus encore Nissan, Mitsubishi et Renault, je ne dirais pas en faire une unique entreprise, mais presque, et les Japonais étaient farouchement opposés à cette hypothèse. Et d'ailleurs, récemment, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, très récemment, alors que Carlos Ghosn n'est plus dans le paysage de direction de Renault et de Nissan, Renault a fait une proposition de même nature à Nissan. Et d'ici quelques jours, on aura la réponse de Nissan, qui, selon toute probabilité, sera une fin de non-recevoir, ce qui démontrera que la politique que Carlos Ghosn voulait conduire était inadmissible pour les Japonais. Thibault Langsane. J'ai envie de dire quel gâchis. On est d'accord. Mais néanmoins, je suis perplexe. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est, certes, Carlos Ghosn est un patron hors norme, une réussite hors norme. A-t-il un traitement hors norme sur la justice au Japon? Autrement dit, est-ce qu'il y a un excès? Le deuxième point, c'est que se passe-t-il en France? Nous avons lu, moi j'ai lu la presse sur un certain nombre de choses concernant Carlos Ghosn, que je ne peux pas citer parce que je ne les ai pas bien saisies, mais on parle de mariage, on parle de frais, de déplacement. Est-ce qu'il y a une instruction en France qui est lancée et est-ce qu'il est inquiété aussi dans notre pays?
Alors, d'abord, pour répondre à votre première question, que les choses soient hors normes au Japon, c'est une évidence. Hein, on est dans une situation procédurale, mais qui, je le crains, est hors norme un peu pour tout le monde là-bas, qui ne correspond pas du tout aux critères qui sont les nôtres, de respect de la liberté individuelle, de contradictoire. Parce que, d'après ce que je sais, mes confrères japonais n'ont pas les éléments qui concernent l'accusation et sur lesquels l'accusation se fonde, de telle sorte qu'il n'y a pas de contradictoire. Quand on vous accuse de quelque chose et qu'on vous dit pas pourquoi, allez donc vous défendre. Vous ne pouvez dire qu'une chose, c'est faux, c'est pas vrai, je suis innocent. Ce qui est un peu faible parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le détail. Maintenant, sur votre seconde question qui concerne la France, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de poursuite, il y a eu des signalements faits par Renault au parquet de Nanterre, qui est le parquet territorialement compétent. J'imagine, parce que la chose n'est pas publique, la chose n'est pas contradictoire, j'imagine que le procureur de la République n'a pas mis purement et simplement, c'est pas les habitudes dans ce métier-là, le signalement à la poubelle, et qu'une enquête est en cours. Enquête dont nous ne craignons pas les conclusions, d'autant plus qu'ici, en France, si ce n'est maintenant, puisque Carlos Ghosn est au Japon, du moins un jour, il aura la possibilité de répondre. Carlos Ghosn est-il cupide ? Vous savez, cette notion n'a pas de sens, en ce sens qu'il est extrêmement bien payé. Mais il est, comme le disait monsieur, il est hors norme. Donc on ne peut pas comparer les revenus d'un Carlos Ghosn avec, je dirais, le salaire ordinaire ou l'échelle des salaires des personnes. Peut-être, est-ce qu'il a, parce qu'il avait gagné tellement d'argent, qu'il s'est laissé emporter par cet argent, par cette fortune, et qu'il a donc donné des moyens à la justice japonaise de le mettre à terre. Mais vous êtes extraordinaire. Sous prétexte qu'il gagnait évidemment des sommes tout à fait hors normes, on se dit il est cupide, donc dès qu'il y a quelque chose qui traîne, il va ramasser de l'argent. Mais non seulement on n'en sait rien, mais on a de bons éléments pour dire que tout ça est faux. D'ailleurs, les précédentes accusations qui ont été portées, dont on ne parle plus trop au Japon, je ne reviens pas sur ce que je vous disais tout à l'heure au sujet des revenus non déclarés qui sont une aberration folle, mais on a aussi dit il a fait payer par Nissan une caution bancaire qu'avait donné un citoyen saoudien pour son compte, jusqu'au moment où nous avons dit c'est vrai que la caution bancaire a été donnée, mais elle n'a jamais été exécutée, de telle sorte que ce saoudien n'a jamais payé pour le compte de Carlos Ghosn, qui donc ne lui devait rien et qui donc n'a pas fait payer par Nissan. Vous voyez, on arrive, mais c'est difficile quand on n'a pas de dossier, c'est difficile quand l'accusation dit j'ai des choses contre vous, mais je vous dirai pas quoi. Enfin si, on le dit dans les grandes lignes, mais on ne donne pas d'éléments. Excusez-moi, parce que je connais pas du tout la question de la justice japonaise, mais j'ai vu par exemple qu'en Chine, et c'est peut-être une mentalité, plus une personne gagne bien sa vie, est respectée et est patron, et fait une bêtise, comme par exemple ne pas respecter les règles sur les questions de pollution, là, aujourd'hui en Chine, c'est extrêmement sévère. On vient le chercher à 6 h du matin, on l'emmène, et il est emmené comme un criminel. C'est-à-dire qu'on considère dans la mentalité de la justice chinoise que plus une personne a de responsabilités, plus elle doit être irréprochable. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, contrairement à chez nous, où finalement tout le monde est traité au même niveau pour un même délit, enfin, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose dans cette mentalité, dans la mentalité japonaise, qui fait que plus une personne a de responsabilités, plus elle devrait se tenir, au contraire, extrêmement, ne rien faire qui puisse froisser la justice, et justement est jugé en fonction de cette responsabilité. Et lui, hors norme, a un jugement hors norme parce que il le mérite. Symboliquement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Alors écoutez, d'abord, vous parlez de la justice chinoise, on va pas faire le tour du monde. Non, pas du tout, c'est parce que je connais pas, mais c'était juste sur la mentalité. Oui, d'accord. Bon, mais le vrai problème, c'est que tout ça est au fond une question qui n'aurait de sens que s'il avait quelque chose à se reprocher. Que vous souteniez ce qui d'ailleurs, vous soutenez pas, vous évoquez ce qui se passe dans certains pays en disant plus la personne a un rang social élevé, plus la faute que cette personne commet apparaît comme grave. Je comprends ce point de vue. Le seul problème, et c'est quand même le problème élémentaire, a-t-il vraiment commis une faute? C'est ça le point de départ. Et à partir du moment où on présume la faute et où finalement on met les gens en prison
prison avant d'avoir le commencement d'une quelconque preuve, je dis qu'on est dans une situation qui n'est dans pas ce que vous dites, vous équilibrée. accusez la justice japonaise d'être directement en lien avec le pouvoir japonais. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Ça, c'est votre interprétation. Non, mais on le déduit de ce que vous dites. Déduisez comme vous voulez, mais je vous répète que je n'ai pas dit cela. En réalité, il y a surtout une problématique, c'est la toute-puissance de la partie poursuivante du parquet qui dit j'accuse et le j'accuse vaut un mandat de dépôt. En fait, si je comprends bien, contrairement à la justice française où a priori il y a une présomption d'innocence, même si elle n'est pas toujours respectée, là-bas c'est la présomption de culpabilité. Bah, c'est un peu ça, oui. Donc on accuse et après il faut se défendre. Vous n'êtes pas le premier à répondre pour tout le monde. Mais à partir du moment où quelque chose est injuste, le fait que ce soit pour tout le monde ne restaure pas l'esprit de la situation. Il n'a pas un maltraitement spécifique parce que c'est Carlos Ghosn. Je vais vous dire, dans les camps de concentration, il y avait aussi un mauvais traitement qui était général pour tout le monde. Était-ce juste pour autant? Voyez-vous, cette objection ne me paraît pas susceptible mais non, d'être ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il y a un acharnement judiciaire contre Carlos Ghosn ou est-ce qu'il subit finalement la justice japonaise comme n'importe quel prévenu? Écoutez, je dirais que les conditions dans lesquelles la poursuite s'exerce sont apparemment les conditions de tous les justiciables au Japon, qui a semble-t-il, et c'est dénoncé par des Japonais eux-mêmes, une sorte de système de la justice otage. Hein. C'est le hostage system qui consiste à faire craquer les gens. Oui, c'est ça. Au fond, à arracher un aveu. Et c'est la raison pour laquelle il y a 99% des personnes poursuivies qui sont condamnées et qui sont condamnées parce qu'elles ont avoué. Alors, voyez-vous, quand je disais, mais où sont les preuves ? Il y a quelque chose d'assez logique. Dans une justice qui est fondée sur l'aveu, on n'a pas besoin de preuves. Les preuves deviennent superflues. Lorsque l'on poursuit quelqu'un et que quelqu'un se frappe on peut avouer des crimes alors qu'on est innocent parce qu'il y a eu la pression, etc. Il y a eu plein d'erreurs judiciaires comme ça. J'ai le sentiment que 99% des personnes poursuivies qui avouent, il y en a probablement, je ne me risquerai pas à dire quelle proportion, mais il y en a probablement une certaine proportion non négligeable qui ont avoué parce qu'ils en pouvaient plus. On a été aussi surpris des conditions de détention très dures au Japon, qu'a subi Carlos Ghosn, mais que subissent visiblement tous les détenus. On fait souvent, on dénonce en France ce qui se passe dans nos prisons, mais enfin au Japon, c'est particulièrement rude aussi. Hein. Je pense que c'est effectivement particulièrement rude et pas très conforme, je dirais, au respect que nous vouons, nous, en Europe occidentale, aux personnes qui sont poursuivies. Même si on ne respecte pas toujours les règles non plus. Qu'on soit exemplaire dans nos prisons en France. Oui, mais peut-être par rapport aux Japonais, oui, tout est relatif. Mais même si je suis d'accord avec vous pour dire que le système pénitentiaire français mériterait lui aussi une amélioration. Enfin, là, nous parlons du Japon. Il y a presque une logique dans cette maltraitance. Oui. C'est celle précisément d'arracher l'aveu. Si vous voulez que les gens craquent, il ne faut pas trop les installer dans le confort. Mais cette logique-là, mais alors comment il tient, lui ? Chose d'épouvantable. Parce que pour le coup, il n'avait jamais imaginé, j'imagine, dans sa vie, finir ainsi dans une prison et subir ces conditions. Comment il tient ? Parce qu'à la limite, on pourrait penser que ce serait le premier à craquer, parce qu'il est tellement loin de sa vie. Bon, je ne peux pas tellement expliquer cette question qui va en fond dans la psychologie des profondeurs. Ce que je sais, c'est que c'est un homme de caractère. C'est un homme qui n'a pas fait la carrière qu'il a faite et qui n'a pas dirigé les entreprises qu'il a dirigées avec le succès que l'on sait, sans avoir des qualités personnelles de force et de résistance un peu particulières. Je crois que c'est tout ce que l'on peut dire. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'homme qui résiste à l'infini. Il y en a qui résistent mieux que d'autres. Et je pense qu'il fait partie de cette deuxième catégorie. Et jusqu'à présent, il n'a pas craqué, Dieu merci, il clame son innocence et je pense qu'on pourra, le moment venu, se battre devant un tribunal pour bien montrer que les accusations ne reposent sur rien. Et s'il peut recouvrer la liberté comme il semble que les choses l'annoncent ces dernières heures, on sera au moins dans une situation temporairement apaisée. On va continuer d'en parler avec Joël, Étienne, Thibault. Des questions également sur le rôle de sa femme. Des questions aussi sur le rôle de la France. Est-ce qu'on est vraiment derrière Carlos Ghosn ? Est-ce qu'on n'a pas déjà lâché très vite Carlos Ghosn alors qu'il y a encore quelques semaines, le président Macron s'affichait avec celui qui a relevé Renault et Nissan. A tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.